quitte Tech & Co, je quitte BFM et je rends même ma carte de presse. Je suis clairement indépendant. C'est hyper intéressant d'avoir un point de vue, mais il faut le recontextualiser. Mais la seule clé, c'est toi, Laura, qui l'a. Une fois sur deux, j'entendais pas forcément un message qui m'était délivré, mais je sentais que les gens se parlaient à eux-mêmes. Et donc ils parlent d'eux, en fait, ils parlent pas de toi. Tu reviens toujours au même truc, encore plus en 2026, mais l'idée vaut rien, c'est l'exécution. Bonjour Sébastien. Bonjour Laura. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Choisir sans renoncer. Je t'en prie, merci de me recevoir. Alors pour chaque invité, moi je fais la bio. Parce que je trouve que voilà, ça fait partie aussi du job. J'adore l'idée. Et donc je fais la bio. Parce que 99,9% des podcasts depuis quelques années, tu le sais mieux que moi, démarrent par « Est-ce que tu peux te présenter ?» Voilà, et ça, moi, ça m'horripile en fait. Je crois que c'est mon pote Matt Stéphanie qui a démarré il y a quelques années avec ça, et du coup tout le monde l'a imité. Ouais, alors c'est vrai que c'est pratique. Alors lui, il le fait très bien, mais tous les podcasteurs ne sont pas obligés de démarrer comme ça, on est d'accord. Donc moi, je ne démarre pas comme ça. Donc t'as taffé, ça que tu veux me dire? Moi, j'ai taffé, exactement. Moi, j'ai vraiment bossé. On va voir si ChatGPT dit des bêtises ou pas. Exactement. Google, mon ami Google. Non, moi, c'est Claude, mon ami. C'est Claude. Alors, je me suis basée que sur des choses que tu as dit dans la presse. Je n'ai pas d'accès particulier. Donc, à 14 ans, là, je commence loin, une conseillère d'orientation t'a dit que tu ne serais jamais journaliste parce que tu as raté un oral de français. Tu décides de devenir quand même journaliste. J'ai eu 5 à l'oral de français. Ouais. Oui, effectivement, c'est raté. Ça, on peut dire que c'est raté à ce niveau-là. À 19 ans, tu rentres à Europe 1 en tant que standardiste. Ouais. 3 ans et demi à répondre au téléphone avant de toucher un micro. Job étudiant. Job étudiant, puisqu'en parallèle, tu fais 5 ans de droit pour assurer tes parents, tu dis, le droit. Tu passes par RMC et France Bleu et tu arrives en 2003 à BFM Business. Tu vas y rester 18 ans. Tu as créé Green Business en 2007, la première émission ESG en France. Personne ne s'intéresse encore à l'ESG en France. La première et la dernière, je crois. Ouais. Ensuite, tu as eu Intégral Bourse pendant 6 saisons. Et en 2015, Tech & Co, 2 heures quotidiennes, plus de 3000 interviews. Et tu deviens le type qui interviewe tous les entrepreneurs de la tech en France. Sauf que pendant ce temps, tu t'enregistres comme auto-entrepreneur, tu lances les Tech for Good Awards, tu entres au comité stratégique de BDO France. Donc en gros, ta sortie de BFM Business se prépare au moins 18 mois avant que tu l'annonces. Et donc le 27 janvier 2021, tu publies un article LinkedIn « Pourquoi j'ai quitté BFM ». Tu donnes ensuite 3 versions légèrement différentes de cette décision en 2 ans. On va revenir sur ces 3 versions. Quand il y a 3 versions et 3 raisons, généralement, c'est qu'il y a du mensonge dans l'air. Il y a 3 versions. Tu as fait donc un article, tu en as parlé chez Daphne, tu en as parlé chez Yacine Scali. Donc on reviendra dans l'émission sur ces 3 versions. Elle a tout scanné là. Enfin, Claude a tout scanné. Ouais. Tu as misé gros sur Clubhouse et tu as reconnu publiquement que tu t'étais planté. Tu as lancé ensuite Tech 45. C'est un format presque inverse, j'ai envie de dire, de Tech & Co, puisque c'est 45 minutes avec un seul invité, enregistré dans les conditions du direct. Tu ne fais pas de montage, si j'ai bien compris, de tes émissions. En parallèle, tu deviens partenaire de Teampact Ventures, puis tu te retires de l'opérationnel 18 mois plus tard pour passer founder, donc LP. Tu as rejoint SoWeFund comme Chief Community Officer, mais à temps partiel. Tu as signé 17 chèques d'investisseurs dans des boîtes comme Alan, Conto, Wondercraft ou Vestiaire Collective. Tu as aujourd'hui 5 casquettes en parallèle, aucune à 100%. Et tu as dit publiquement, au moins 2 fois à 1 an d'intervalle, « Je ne suis pas entrepreneur ». Est-ce que j'ai oublié un truc? C'est un super résumé. Écoute, il n'y a pas de... Tout est vrai. Il y a des imprécisions ou à remettre dans le contexte ou des updates à faire, mais c'est parfait. Ouais. Écoute, je dirais à Claude qu'il a bien bossé alors. Alors c'est très particulier d'interviewer quelqu'un qui a des centaines, des milliers d'interviews à son actif. Moi, tu n'es que mon 4e invité, donc j'ai pas encore ton expérience. Là-dedans. Interview, entretien, c'est pareil. Tu t'es entretenu avec des milliers de gens aussi, sûrement. Je me suis entretenu avec pas mal d'entrepreneurs, ouais, mais pas dans ce contexte-là. Donc, c'est quand même impressionnant. Donc, t'as pu, toi, comme tu as parlé à autant d'entrepreneurs, t'as eu vraiment l'occasion d'observer comment ils prennent leurs décisions. Mais moi, aujourd'hui, je veux pas que tu me sortes les phrases qu'on sort quand on veut pas répondre. Je veux que tu me parles de comment toi, tu prends des décisions. Et donc, on va commencer par les 3 versions du départ de BFM Business, parce que ce départ-là, c'est quand même une décision qui bascule en fait complètement ton parcours, qui avait l'air plutôt linéaire, je le dis, jusqu'à 18 mois avant, où tu commences à faire un petit peu d'autres choses.
Donc, moi, ce que je veux qu'on dise, c'est pas le parcours en tant que tel, c'est vraiment cette mécanique que je voudrais qu'on regarde. Donc, je t'explique les 3 compréhensions que j'ai de tes versions. Vas-y, D'accord. vas-y. Donc, dans l'article LinkedIn, tu dis que tu parles de partir alors que tout va bien. Ce qui est tout à fait légitime de partir alors que tout va bien. Daphne, donc on est en fin 2021, tu dis que tu as une frustration de n'être que ton média. Et puis, chez Yacine Scali, en 2022, tu dis « Ouais, on n'a qu'une vie, fonce », donc tu es passé en mode YOLO total, en fait. C'est quoi? C'est le temps qui a fait évoluer? Alors, je n'ai pas une très bonne mémoire, mais Daphne, ils ont mis du temps à sortir leur vidéo et on l'a fait pas très longtemps après mon départ, en fait. Je dirais l'été, tu vois. Peut-être qu'ils ont mis quelques mois, encore une fois, à sortir. En fait, tout est vrai. Pareil, là, les 3 sont vrais. Les 3 sont vrais, bien sûr. Les 3 sont pas antinomiques. Bien sûr. C'est pas contradictoire. La vraie version... En fait, quand tu dis « je pars alors que tout va bien », c'est pas une raison, c'est juste le contexte. Oui. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ont pas compris, jusqu'à mes proches, tu vois, mes parents. Tu vois, mais pourquoi? Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi maintenant? Etc. Et je trouve que... Ouais, moi, je trouvais... toute comparaison, voilà. Mais comme, j'en sais rien, un artiste, un sportif, etc., c'est plus... T'es le Goldman des journalistes, en fait. Pour qu'il a pris sa retraite, Jean-Jacques Goldman? Il est parti il y a 20 ans en disant « Je sais pas si je reviens », il est toujours pas revenu. Hein. Ah oui. Non, moi, je suis pas parti, si tu veux, j'ai juste quitté. Alors, j'ai quand même... quand je quitte BFM en 2021, dans ma tête, en tout cas, je me dis, bon, je suis resté longtemps et du coup, c'est pas pour faire la même chose ailleurs, sachant que j'estimais que pour moi, j'avais fait ce que j'avais à faire. Après, si tu veux, une 4e raison, Oui. Tech & Co, tu vois, je fais 5 ou 6 saisons, donc 1000 émissions. Moi, j'ai toujours estimé qu'à un moment donné, tu tournes en rond. J'aurais été incapable, j'ai des collègues qui le font très bien, faire ça pendant... tu vois, tu citais RMC où j'ai démarré, les grandes gueules, ils ont fêté leur, je sais plus, 15 ou 20 ans. Donc, tu as des gens qui peuvent faire un show et le tenir. Et franchement, respect parce que c'est compliqué, tu as une lassitude, les gens passent, les speakers, tu vois, tes collègues et tout, et toi tu restes, etc. Il faut à la fois garder ta colonne vertébrale, et en même temps, tu es obligé de te renouveler quand même, sinon tu lasses ton audience, puis même toi, t'en as ras-le-bol. Quoi. Moi, j'en étais toujours incapable, donc j'ai fait, tu vois, les émissions que tu as citées, avec plus ou moins de fidélité, de récurrence, mais... quand j'estimais que fallait passer à autre chose, je l'ai fait. Et là, si tu veux, après Tech & Co, j'ai notamment, tu vois, quelques années auparavant, peut-être 1 an ou 2 avant que je parte, un Stéphane Soumier qui décide de partir avant moi. Ça m'a beaucoup troublé. Parce que j'étais un peu, comme lui, il était un bel ace boy, donc de Jérôme Bellet, qui avait créé LCI, qui avait été un grand... de la rédaction d'Europe 1, belle époque, donc il y a 20-25 ans. Moi, je m'estimais être, sans le dire, parce qu'il était pas comme ça, mais un soumise boy, on va dire, avec d'autres, une petite douzaine de personnes. Et donc, quand il part, sachant que je l'avais vu arriver, moi, 14 ans avant, ça m'a beaucoup troublé parce que j'aurais jamais pensé partir après lui. Après lui. Raison 1. 2, j'ai vraiment estimé, si tu veux, que BFM Business était lié à lui. Et donc, j'ai estimé qu'il incarnait beaucoup la chaîne, la station pour ceux qui écoutaient que la radio. Donc quand il part, le SOP se déroule un peu sous mes pieds et je pense vraiment que BFM a l'apogée est derrière nous, si tu veux. Et du coup, en mode total modeste, je me dis, et je sais qu'on avait été capable à l'époque à BFM de faire des mauvais recrutements, faut pas déconner, faut pas se planter sur la personne qui va le succéder. Et donc en totale modestie, je propose ma candidature. Et ayant conscience, si tu veux, que et en termes de capacité de travail et de tout, de charisme, de vista et de talent, je lui arrive à peine à la cheville. Donc là, je reprends ma casquette modeste, vraie modestie. Je me dis, je vais pas y aller tout seul. Je vais pas aller la fleur au fusil, dire après Soumier, c'est Seb Coinon. On n'est pas non plus de la même génération. Et donc, je propose à un collègue
qui est parti aussi depuis, d'y aller à deux, de former une sorte de tandem, c'est un peu comme tu as souvent, notamment sur le service public, où ils sont deux, tu as un couple, mixte ou pas d'ailleurs, puis tu en as un qui fait soit l'info, les autres les interviews, où ils prennent le 6-9, ils le divisent en deux, tu en as un qui fait 6-7-30 et l'autre 7-39, bon bref. Et puis le gars me dit, mais ça va pas la tête, je suis très bien dans ma case, l'après-midi et tout, personne ne me fait chier. Et du coup, j'y vais quand même seul, la fleur au fusil, je vais voir Alain Veil. Et en fait, le process avait déjà été lancé, et ils avaient 2-3 personnes en tête, dont Christophe Jacubicine de TF1, qui était un peu, je crois, qui cherchait la suite, on va dire. Et donc, c'est lui qui a pris la matinale. Et c'est combien de temps avant que toi, tu décides de partir, ça ? Je sais pas, c'est 1 ou 2 saisons, pas avant moi. Et donc, le moment... Est-ce que Désolé, tu te rappelles... je t'ai fait un tunnel, mais il n'y a pas de souci. Mais... tu as une 4e raison, et c'est des petits cailloux. Hein. Et à un moment donné, tu dis, bon là, il faut que j'y aille, quoi. Et du coup, c'est quand ce moment-là ? Le là, il faut que j'y aille, c'est quand ? Ah bah alors, le vrai déclencheur, c'est une 5e raison. C'est qu'en interne, désolé, hein, mais en interne, en fait, Altice, pendant le Covid, annonce un plan. Oui. Un peu en mode Silicon Valley. On va virer, maintenant t'as l'IA, mais à l'époque, c'était Covid, on va se séparer de 25-30% de nos effectifs. Et donc... ce qui n'a jamais été le cas en fait. Hein. Je crois qu'en net, il n'y a même pas 4-5% des journalistes qui sont partis. Mais donc sur la partie média, j'entends d'Altis. Et donc voilà, j'ai levé le doigt et j'ai fait partie des gens qui ont pu, qui sont partis à ce moment-là. Parce qu'en plus, c'était un plan de départ volontaire, donc très propre, tu vois, il n'y a pas eu de. Donc en fait, il y avait déjà plein de germes en fait. Ouais, exactement. Et ce plan de départ volontaire, c'était l'occasion c'est le déclic. On a essayé de me retenir un peu, j'ai insisté beaucoup et ça s'est fait. Et tout le monde était content. Donc, c'est un peu avant que tu es coopté au comité stratégique de BDO. C'était un point sur lequel j'avais une imprécision, là, sur la bio, ou c'est correct ? Non, tout ça se chevauche, la sortie et puis l'entrée vers d'autres activités, on va dire, dans le privé, dans le civil, parce que pendant l'émission, pendant BFM et pendant Tech & Co, tu peux décemment pas bosser avec des startups, des fonds d'investissement, etc. En tout cas, moi, je m'imposais une ligne Maginot qui faisait que je pouvais pas prendre des boards, rentrer ou même des tickets, tu vois. On m'a proposé pas mal d'opportunités et je pouvais décemment pas, de toute façon légalement t'as pas le droit. Ensuite en 21 je quitte Tech & Co, je quitte BFM et je rends même ma carte de presse, tu veux. Donc là quand tu dis YOLO, effectivement il y a le côté tout est possible. Entrepreneur, je dis que je l'ai jamais été parce que j'ai trop de respect pour l'entrepreneuriat pour me dire moi-même entrepreneur. Après, je suis solopreneur, je suis freelance, indépendant, t'appelles ça comme tu veux, mais depuis 5 ans, je suis clairement indépendant. J'ai plusieurs casquettes, slasher, t'appelles ça comme tu veux, mais j'ai pas une structure sur laquelle je fais 90% de mon chiffre d'affaires, quoi. T'as rendu ta carte de presse ? En fait, tu la rends pas puisque c'est un matricule, donc il t'est attribué. Et donc, si demain, je redeviens journaliste, j'ai mon numéro qui m'attend, c'est le 100 044. Et donc, voilà, j'ai raté le 100 000 de peu. Ah oui, c'est effectivement. Il y a 20 ans. Je savais pas que tu pouvais ne plus la voir, en fait. Enfin, la rendre... les gens savent pas ça. C'est comme une carte sur ça, moi, de commissaire de police. T'es pas commissaire de police toute ta vie, quoi. Ouais, tu vois, si tu es blacklisté, si tu arrêtes, si tu prends ta retraite, si tu veux faire autre chose, c'est pas un... Tu vois, tu as une commission qui se... Alors, en tout cas, en France, ça marche comme ça. Une commission qui se réunit, qui te demande, tu vois, par le menu, quelles sont tes activités. Donc, sous-entendu, on peut aller regarder ce que tu fais. Ouais. Alors, quand tu fais un podcast très visible, c'est fastoche. Quand tu as une petite lettre, newsletter, tu vois... avec 300 abonnés, c'est plus compliqué. Et après, on te demande aussi de détailler tes revenus. Donc, si tu fais ce qu'on appelle dans le jargon des ménages, que tu vas aller faire des média coaching, des événements, des tables rondes, que sais-je. L'animation d'événements, oui. Et ben, si tu es honnête et que c'est 51% de tes revenus en fin d'année, tu ne peux plus, en France, prétendre avoir la carte. La carte de presse, d'accord. Donc on a beaucoup parlé de ton départ. Moi, ce que j'aimerais bien qu'on détaille, c'est quelque part dans les 2 raisons que tu donnes, donc chez Daphne, où tu dis que tu veux exister pour ta propre marque, et chez Yacine, tu dis on n'a qu'une vie fonce, donc t'es très YOLO. Pour moi, c'est deux moteurs en fait très différents de ta décision, parce qu'il y en a un qui est plutôt d'urgence, le YOLO, et puis un qui est plus identitaire, je veux exister. Il y en a un qui a pris le pas sur l'autre. Non, encore une fois, c'est très lié pour moi. C'est-à-dire que
il y a d'un côté, tu as envie de, comme tu l'as bien compris, ça a été mûri, tu vois, j'ai mis, je suis pas de la Gen Z, hein, donc on est de la même génération, donc tu as envie de faire un truc, tu le mûris en année 1, en année 2, en année 3, et puis tu le construis dans ton cerveau, tu prépares aussi potentiellement les gens autour de toi pour pas qu'ils aient l'impression que tu sautes dans le vide, donc il y a ça, et sur l'autre aspect, c'est pas ouais, j'ai envie de construire quelque chose, je me sens prêt, et donc toutes les briques, tu vois, enfin tout le puzzle est prêt. Avant ça, quand c'est pas prêt, quoi. Donc il y a le timing et il y a j'ai envie de faire autre chose, c'est-à-dire moi je te l'ai pas dit, mais si t'as remonté à 14 ans, remarque, mais donc je démarre en gros le journalisme à 15 ans pour la faire courte, avant même de commencer mes études, etc. Et donc, si tu veux, il y a ce côté... alors, je vais reprendre ta question. Il y a le côté, effectivement, me prouver à moi-même que je peux faire autre chose. Donc, quitter le journalisme et quitter BFM, qui était ma vraie première boîte. J'ai fait plein de boîtes, mais je veux dire, en vrai, 18 ans inscrit, où je construis un truc, c'est Altis Media, Feu, Next Radio, TV, et donc BFM. Les BFM, parce que j'étais à la création de BFM TV il y a 20 ans aussi. Et donc, il y a ça. Et donc, sur le premier truc que tu dis ou que je sors à Yacine Scali, qui porte mal son nom dans la tête d'un CEO parce qu'il m'a reçu et je suis pas CEO et il a reçu plein d'autres non-CEO, c'est effectivement, c'est l'œuf ou la poule, c'est exister par toi-même. C'est-à-dire que quand tu as été chez Orange, chez, j'en sais rien, BNP, Kering, voilà, au bout de quelques années, tu sais pas trop, tu sais encore ce que tu veux, surtout avec l'âge, mais tu sais pas trop ce que tu vaux. C'est-à-dire que tu te dis, si on me fout tout nu, sans le logo, corporate, et du coup ça titille, tu te dis peut-être ça serait aussi bien, peut-être que ça serait mieux, et puis si c'est moins bien ou si je suis moins à l'aise, au pire, voilà, il y a des boîtes partout, comme dirait Macron, tu traverses la rue. Et c'est vrai, il a raison, on peut dire ce qu'on veut. Si tu cherches un job, je ne dis pas le job de tes rêves, hein, mais si tu veux bosser en France ou ailleurs, d'ailleurs, partout, tu peux bosser. C'est pas vrai. Il y a des jobs. Ouais. Ça fait une jolie transition sur le quiz. Donc, tu as fait, comme tous mes invités, le quiz du décideur. Merci beaucoup. Donc, tu peux... À la fin du quiz, en fait, il y a 4 options. Tu peux être conservateur, analyste, challenger ou radical. Donc, celui qui prend les décisions les moins risquées jusqu'à celui qui en prend le plus. Toi, tu es analyste. Et à la question 1, on ne va pas faire toutes les questions, hein, mais à la question 1, tu réponds... Tu as une réponse extrêmement prudente où tu dis que tu attends d'avoir toutes les informations possibles avant de décider. Pourtant, je vais revenir sur le Green Business. Tu as lancé des trucs... Tu sais que j'ai juste de comprendre, quoi, tu me parles du quiz que tu m'as envoyé en amont de ce podcast. Ouais, au début, je me disais, attends, est-ce qu'elle m'a analysé par Claude? Non. Ou est-ce qu'elle vient de me faire vis-à-vis de toutes mes réponses depuis un quart d'heure? Pas du tout. Je n'avais pas Claude dans la tête. Je n'ai pas Neuralink. Mais je t'ai envoyé, comme à tout le monde, un quiz à faire en amont du podcast. Et que moi, j'utilise pour créer un certain nombre de questions. Tout n'est pas Claude, tu vois, dans mon interview. Et j'ai trouvé cette question... C'est vraiment toi, Laura, c'est pas ton avatar, là? C'est vraiment moi, je te promets. Tu veux me pincer, tu veux que je hurle. Mais t'as quand même, quand tu lances un truc sur le ESG... Il y a tout le monde derrière toi, là. Hein. Magnifique, hein. J'ai jamais fait vraiment attention, en fait, parce que je suis plutôt concentrée sur toi. Arrête d'essayer de me déconcentrer. C'est pas gentil. Green Business, tu lances en 2007. Ouais. On a dit première et potentiellement dernière émission sur l'ESG, mais n'empêche que ça a explosé à un moment donné, l'ESG. Donc t'as quoi? T'as de la prescience sur... Tu sentais les choses venir? Pas du tout. Je crois que ça vient pas de moi. Enfin, t'es dur, hein, c'est 2007, donc c'est à près de 20 ans. Je crois que c'est mon boss de l'époque, ça doit être Guillaume Dubois, qui a créé BFM TV, avec Alain Veil, qui me dit... tu sais, c'est... alors, malheureusement, les moins de 30 ans, ça va rien vous dire, mais ils sont nombreux sur YouTube, donc on vous embrasse. À l'époque, donc, on est sous Sarkozy, il faut se remettre dans le contexte, et tu as ce qu'on appelle le Grenelle de l'environnement. C'est un peu calmé avec ça depuis, mais tu as le Grenelle, il y a des Grenelles de tout, du travail, de machin, etc. Il y a le Grenelle de l'environnement, où le fameux Jean-Louis Borloo, qui m'impressionnait beaucoup à l'époque, dont on reparle un peu de temps en temps, décide de renverser la table et de dire c'est incroyable ce qui va se passer, on va... Alors, ce qui est fou, c'est que 20 ans après, on est dans les mêmes thématiques, mais il faut qu'on soit moins dépendant des énergies fossiles, qu'on électrifie tout ça. Bon, bref. Et donc, Guillaume Dubois me dit, là-dessus, il y a un boulevard sur tout ce qui est impact, climat, etc.
C'est le début, c'est vrai, dans la finance de l'ESG et l'ISR. Et nous, Ouais. on est BFM Radio à l'époque uniquement. On n'est pas encore BFM Business. Et on a la bourse tous les quarts d'heure, mais on est quand même très branché marché, fonds, etc. Et du coup, on se dit, voilà, ça va plaire tu vois, aux sociétés de gestion, aux épargnants, aux assureurs qui vont vouloir communiquer. Et donc, on se lance là-dessus. Je pourrais t'en parler pendant des heures, mais en gros, ça a été un four total. On a dû faire 1 ou 2 saisons parce que, déjà, bon, les annonceurs n'ont pas forcément répondu présent, et ceux qui ont répondu présent, c'est les greenwashers. C'était un gazier, un Land Rover, etc. Et eux, ils étaient bien, tu vois, ils avaient bien compris le truc, quoi. L'intérêt. Et puis, et en revanche, bah, tu vois, 18 ans, 20 ans après, la réglementation SFDR, je crois, article 8, article 9, je ne vais pas jargonner, mais c'est toujours pas craqué. On ne sait pas si on doit foutre le pétrole dedans parce que c'est sale. Sauf que quand Total bouge le petit doigt sur le solaire, il fait plus que toutes les startups de France ou d'Europe réunies. La défense, bah, il y a 3 ans, c'était pas cachère. 4 ans aujourd'hui, avec l'Ukraine, avec l'Iran, bah en fait, c'est cool, tu vois, dans la pyramide de Maslow, une fois que tu as respiré, mangé et un toit sur la tête, te dire juste si on pouvait ne pas se prendre un drone demain matin. Donc ouais, moi, c'est une super, super aventure. J'avais fait ça à l'époque, le premier numéro chez NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet. Je tremblais, j'étais en panique totale. Pourtant, c'était qu'en radio, tu vois, donc pas en direct, que en radio. Mais j'étais en stress, tu vois, c'était la ministre de l'écologie et tout. Oui, moi, j'avais 25 piges, bon, voilà quoi. D'accord. Une autre question du quiz, donc le même. T'es prudent sur tout, sauf il y a une réponse où t'es radical, où tu dis que quand il y a une tension dans une équipe, tu provoques la discussion quitte à secouer tout le monde. C'est ta seule réponse radicale. Qu'est-ce qui fait que le conflit humain te débloque sur la prise de risque, alors que d'habitude, la prise de risque, ça te freine? C'est vrai que moi, je suis plutôt profil conservateur. D'habitude, mais j'ai répondu ça à ta question parce que moi j'adore bosser en équipe, c'est antinomique parce que je suis freelance, mais comme toi j'imagine que c'est pas parce que tu es indépendant que tu es seul. Et deux, je déteste aussi les non-dits, donc j'aime bien m'éclater en bossant, tu vois, tu me connais, on s'est vu plusieurs fois, j'aime bien rigoler, charrier, etc. Le côté mâchoire serrée, on se prend au sérieux, tout est grave, c'est pas trop mon truc. Et donc, quand il y a de la tension dans l'équipe, tu vois, je déteste les non-dits. Tu vois, quand il y a des gens ils vont pas aimer une réflexion que tu as faite ou même ce que tu as produit, ce que tu as délivré, mais ils te le disent pas. Moi, à minima, ça me met mal à l'aise, voire ça m'énerve. Et donc, du coup, je serais plutôt du style à dire attendez, on se pose, les filles, les gars, et on regarde comment on peut améliorer le truc, parce que c'est pas grave, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci. Ok. C'est ce que tu avais en tête ou pas du tout? Ouais, non, mais c'est intéressant. Ça veut dire que, en fait, c'est une question d'enjeu. C'est-à-dire que pour toi, c'est un vrai enjeu de passer un bon moment. C'est pour que tout le monde se sente à l'aise, déjà. Ouais. Que tu vois qu'on est la banane et qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a la boule au ventre en mode je ferai plus de blagues là-dessus parce que ça n'avait pas été bien pris ou j'amènerai le sujet plus tard parce que j'ai l'impression que c'est pas le bon moment ou je sais pas quoi. Je veux on soit à l'aise. 2, effectivement, la conséquence, c'est qu'on bosse en s'amusant sans se prendre la tête. Et je pense que c'est notre meilleure manière d'être efficace. Et justement, pour être efficace, le meilleur moyen, c'est de percer l'abcès quand il arrive et pas attendre 6 mois, 1 an, où là, en fait, on peut plus dire les trucs, où ça va partir en baston et ça finit en divorce ou en je sais pas quoi, tu vois. Ça, c'est pas possible. Ok. Tu répètes beaucoup aux entrepreneurs, prenez beaucoup de conseils, n'écoutez personne, mais n'écoutez personne et écoutez que vous. Tu te l'es appliqué à toi? T'as demandé conseil avant de quitter BFM ou avant de commencer? Où est-ce que tu as vu que je disais souvent ça? Ça, j'ai pas noté toutes les sources à chaque fois, mais je l'ai entendu au moins 2 podcasts. Ah oui, au moins 2. Tu répètes souvent 2. Non, mais c'est très juste parce que je voyais pas comment tu avais pu. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que je le dis souvent en off. Je le dis rarement, parce que ça m'interpellait. Non, tu l'as dit. Là, tu l'as dit en on. Je l'ai redit hier, tu vois, quelqu'un qui est pas du tout entrepreneur, qui est DIRCAP d'un ministre. Bref. Écoute, est-ce que je me le suis appliqué? Oui, bien sûr, je me suis appliqué. Évidemment. Je me suis appliqué, je me l'applique encore, parce que tu cherches parfois des pistes, tu t'interroges, prendre telle ou telle direction, accélérer sur le média, sur que sais-je. Donc oui, bien sûr, je l'ai fait. La difficulté, si tu veux, c'est que déjà, sur un café, sur un meeting de 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, tu dis pas tout. Donc tu angles
Et les gens ne savent pas tout sur toi et c'est pas le but. Ils peuvent pas te scanner. Enfin, tu vois, c'est pas une IA. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir un point de vue. Mais il faut le recontextualiser. Il faut pas lui donner plus d'importance que d'autres. Et c'est vrai que parfois, si tu es faible, paumé, perdu, burn-out, ce que tu veux, dans une situation, tu vois, un peu complexe, où tu n'es pas au milieu de toi-même, tu n'es pas à 100%, voilà, où tu es vulnérable, merci. Tu peux avoir tendance à, parce que c'est quelqu'un que tu adores, parce que c'est quelqu'un à qui tu fais confiance, parce que c'est quelqu'un qui a compté pour toi il y a 10 ans, parce que il parle plus fort que les autres, tu vois, il parle haut, il t'engueule, il te tape dans le dos, allez putain, secoue-toi et tout, à lui donner, ouais, effectivement, à le faire sortir du lot, à lui donner plus d'importance, entre guillemets, qu'il mérite, parce que, c'est une porte ouverte, hein, mais la seule clé, c'est toi, Laura, qui l'a. Ou toi, Seb, c'est pas ta champion, ton meilleur ami, ta sœur, ta tante, ton cousin et ton collègue de travail. Parce que même, encore une fois, ne savent pas tout et ils sont biaisés. Tu vois, moi, quand je quitte Tech & Co, t'as ceux qui disent c'est génial, tu vas monter ta startup, t'as ceux qui disent ah mais pourquoi c'est une connerie, et puis t'as ceux qui t'encouragent ou qui te disent ah c'est super, etc. Mais très souvent, moi, une fois sur deux, j'entendais pas forcément un message qui m'était délivré, mais je sentais que les gens se parlaient à eux-mêmes. Genre putain, j'ai pas le courage, moi, au bout de 18 ans, de quitter ma boîte, ou j'adorerais monter ma structure, faire autre chose. Tu vois, bref, et donc ils parlent d'eux en fait, ils parlent pas de toi. Ça, le plus souvent, c'est vrai que les gens qui donnent des conseils, on a tous remarqué ça. Ouais, bien sûr. Non, ça, en tout cas, quand tu as pris des virages, tu t'en es rendu compte que les gens se parlaient aussi à eux. Quoi. Donc c'est ça en fait que tu veux dire. C'est, en fait, vous pouvez prendre des conseils, mais faites attention parce que ce que vous disent les autres, ça en dit plus sur eux que sur ce qu'ils pensent de votre situation. Ça en dit potentiellement autant sur eux que sur toi. Et que surtout, tu vois, il n'y a que toi, quoi, le gut feeling, il n'y a que toi qui ressens et qui a toutes les infos, tout le 360, enfin le 180, ou tu appelles ça comme tu veux. Et donc du coup, toi aussi, tu fais attention au corps. Ça fait plusieurs interviews où on en revient à ces messages que le corps t'envoie. Et là, tu vois, toi, tu as fait en plus le geste et tu as parlé de gut feeling. T'écoutes ton corps aussi dans tes prises de décision ? Pas assez, je pense, mais il faut, bien sûr. Il faut suivre ses intuitions. Il faut et plus ça va plus ça va avec l'âge, je pense. Je pense que tu peux te planter. Tu vois, à 20, 25 ans, on s'est tous plantés. On a cru. On ne savait pas, on a fait confiance à la mauvaise personne. Mais bon, quelque part, il n'y a pas mort d'homme souvent, c'est la vie et puis on apprend. L'expérience, ça ne se transmet pas, tu vois, ça ne s'apprend pas sur YouTube. Et puis je pense que l'expérience est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Ouais, 40, 50 ans, tu sens les choses. Il y a des choses que tu sens et puis tu vois tu parlais de conservateur, radical, etc. Tu vois le couple rendement-risque. Est-ce que j'ai beaucoup à gagner ? Est-ce que je vais perdre des plumes potentiellement ? Ah, au pire, c'est que ça. Bon, bah, allez, on essaye. Ouais, on essaye. Justement, par rapport au risque, tu as dit à la question 10 que face à 2 options risquées, tu prends la moins risquée, ce qui est cohérent avec le reste de ton profil. Mais tu as quand même investi dans 17 startups. C'est pas le truc le moins risqué. Sur 12 ou 17 ? Alors, c'est pareil, j'ai dû le cumuler de plusieurs infos. Mais ouais, je dois être à 25 maintenant. J'ai investi dans 2 fonds, le fonds que j'ai co-créé, Team Back Venture, et puis un petit fonds, micro-fonds, qui gère une dizaine de millions maintenant, qui s'appelle Better Angle. Ouais. Et donc, mais sinon, c'est des boîtes, effectivement, et c'est des petits tickets. Je ne suis pas Xavier Niel, donc je mets quelques milliers d'euros. Et c'est super risqué, bien sûr. Et c'est une très bonne question parce que moi qui suis maintenant dans le co-investissement avec Solution et demain d'autres aventures, si tu veux, je suis obligé de répéter tout le temps ça quand les gens me disent comment je fais, ou tu avais à ma place, t'investirais comment, ou laisse-moi investir avec toi dans telle boîte. Je dis attends, est-ce que c'est de l'argent que tu es prêt à perdre ? Parce que c'est la mention légale, mais tu as risque de capital partiel ou total, et souvent on ne veut pas l'entendre, mais total. C'est pas vrai comme private equity, mais c'est vrai notamment private equity. Et puis le risque d'illiquidité qui est au moins aussi important parce que c'est des actifs illiquides. 5 ans, 8 ans, 15 ans, peut-être que personne ne te renverra ton argent. Personne ne voudra de ta part, personne le SPI dans lequel tu es, ne trouvera pas preneur. Donc, si, j'aime le risque. Tu vois, j'ai pas mal investi en bourse aussi. En fait, j'adore acheter. Combien vous en voulez pour cette fois ? Disons 5 000, oui, 5 000 pour mettre le pied à l'étrier. Pourquoi pas 8 000, Kevin ? On y va pour 10 000. 10 ! Ça vous va ? Excellent choix.
J'ai un défaut, j'adore acheter. Alors, il y en a, c'est des sacs à main ou des chaussures. Toi, c'est des parts Moi, de boîte. j'aime bien. Franchement, je pense que j'ai acheté des centaines, peut-être des milliers de boîtes, de parts de boîtes, d'actions. Ouais, Tu vois, ouais. Parfois, je mettais 50 balles, 100 balles, 500 balles, parfois plusieurs milliers d'euros. Mais ouais, j'aime bien prendre des paris. Je pense que j'ai un côté joueur, mais pas en mode gambling, c'est-à-dire que je vais pas au, Tu vas pas au je casino. suis jamais allé au casino, quoi. Donc, mais c'est pas, tu vois, que l'appât du gain, parce qu'évidemment, dans le private equity, j'aimerais juste récupérer mon argent, tu vois, et c'est pas gagné. Là, je commence à avoir, j'ai eu un exit, tu vois, sur une vingtaine d'investissements, et j'ai eu, pour l'instant, un fail, mais j'en ai potentiellement 2 ou 3 qui arrivent d'autres boîtes qui vont ouais, mettre la clé sous la porte, quoi. Oui, c'est un Ou peu le jeu. racheter, tu vois, à vil prix, à la casse, comme on dit. Et du coup, toi, quand tu es BA du début, tu reçois rien. Il y a C'est sûr. ce qu'on appelle un waterfall au-dessus de toi, Ouais. avec des liquid pref. Et donc, les derniers arrivés se servent. Et pour toi, il ne reste plus rien. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que tu signes? Alors, ok, il y a ce jeu, mais bon, tu n'investis pas non plus dans toutes les boîtes qui passent dans ce WeFund, Non, loin heureusement. de là. J'ai pas les moyens. Donc, comment est-ce que tu choisis? C'est quoi tes critères? Écoute, pour le non-coté, parce que les Oui, je parle startups du côté, non-coté. ça n'a rien à voir. Mais pour le non-coté, tu sais, c'est la base. Enfin, la base, c'est ce que tu as entendu 50 fois, c'est les entrepreneurs. Donc, si, et comme moi, j'ai cette chance, c'est un privilège, tu vois, quand tu es créateur de contenu, avant journaliste, très souvent, c'est limite mon seul point d'entrée. C'est Tu vois. l'entrepreneur. Ouais, c'est le fondateur, l'entrepreneur. La fondatrice, l'entrepreneuse. Et donc, du coup, alors c'est biaisé, hein, forcément, mais comme tu rentres par la tête, t'as tout, t'as le storytelling, t'as la vision, tu vois, potentiellement, moi j'ai fait pareil sur les centaines ou milliers de calls hors podcast, hors création de contenu, interview que j'ai fait des passes D incroyables. Alors évidemment, il y a plein de tuyaux percés, hein, tu vois, des trucs qui n'ont pas abouti, des trucs foireux où malheureusement ça l'a pas fait, le recrutement ou mauvais recrutement, ou tu vois, le deal pour l'investisseur et ou pour l'entrepreneur, c'était pas le bon match. Bon, ça, l'histoire le dit après. Parfois, ça a très bien fonctionné. Mais donc, voilà, c'est du feeling. C'est plus en fait, je crois qu'on peut m'embarquer sur quasiment n'importe quel sujet, quoi. Donc, si c'est un sujet même que je ne maîtrise absolument pas, tu vois, moi, j'ai pas un background d'ingénieur, de scientifique. Tu vois, j'en parlais il y a pas longtemps, d'une boîte comme Cure 51 qui lutte contre le cancer et qui cherche, contrairement aux autres, et se base sur les survivants. Donc, qui analyse vraiment, tu vois, des cohortes de survivants dans tous les hôpitaux spécialisés en oncologie. Et dans les meilleurs, tu vois, dans le monde, et qui a construit un dataset de folie sur ça. Bon, tu vois, il m'aurait proposé de mettre un petit ticket sur un bridge ou sur une prochaine levée de fonds. J'en aurais profité pour monter à bord, alors que j'y connais absolument rien. Donc, toi, t'attends qu'on te propose? C'est les deux. Parfois, j'ai demandé, et parfois, on m'a proposé. Tu sais, quand t'as mis un ticket dans une boîte, généralement, après, t'es dans des listings, etc. Donc, t'as un deal flow naturel, j'ai envie de dire. Et donc, je suis sûr qu'il y a plein d'entrepreneurs qui m'ont contacté sans le savoir, quoi, avec des mails automatiques, etc., des campagnes. Donc, c'est d'abord les entrepreneurs, un ou plusieurs fondateurs. Très souvent, un seul, ça me suffit pour me faire une conviction. Et après, c'est de se dire... tu vois, il y a des boîtes où tu te dis, waouh, ça peut faire une super boîte globale avec une valo de ouf. Ou à l'inverse, tu vois, là, on accompagne chez SoWeFund Ramdam Social, ça se passe bien pour eux. C'est une super boîte basée à Bordeaux. On les salue. Et donc, tu vois, t'achètes un cookie, un paquet de chips, c'est fait en France, c'est des bons produits. Et en plus, t'as une partie du chiffre d'affaires, 5-7%, qui est redistribué, tu vois, à des assos qui aident les gens qui en ont besoin. Donc, en plus, tu fais une BA. Donc, ça plaît à tout le monde, ça plaît au consommateur final, ça plaît à Carrefour, aux distributeurs, tu vois, qui les référencent. Ça peut faire une très belle boîte, ça peut faire un bel exit à la Michel Augustin dans quelques années. Oui. Donc, moi, tu vois, il m'en faut pas besoin de réinventer la roue pour que ton pitch me séduise. Ça t'intéresse. Tu as raconté chez Daphne que tu t'étais complètement planté sur Clubhouse. Comment est-ce que tu décides que c'est le moment d'arrêter un truc? Clubhouse, ils ont arrêté tout seuls. Enfin, ils ont arrêté avant moi. Toi, non, t'as arrêté d'être aussi actif avant que la boîte arrête. C'est difficile ta question.
Bah, parfois t'arrêtes trop tard, mais généralement, c'est les deux. C'est-à-dire que c'est dans la version positive, c'est Tech & Co quand tu penses que tu as fait tout ce qu'il y avait à faire et que, bah, ma foi, voilà, il faut aller faire autre chose maintenant et laisser la place. Et à l'inverse, quand ça se passe pas bien, et tu vois, et parfois j'ai eu des séparations, il a fallu faire autre chose. Bah, quand tu penses que tu n'es plus à ta place, que tu penses que la création de valeur, elle est ailleurs, ou que tu as une mauvaise perception des autres, ou les autres n'ont pas une bonne perception de toi à l'instant T, bah, c'est que tu n'es pas à ta place, tu vois. Donc, il y a tellement d'opportunités ailleurs, faut pas... Donc, pareil, c'est un déclic, mais ouais, ça peut me prendre quelques mois parfois. Ouais. Et donc, c'est vraiment pour aller vers autre chose, j'ai l'impression. Plus que de dire, bon, mais ça, j'arrête, même si je ne sais pas ce que j'aurai derrière. Parce que c'est ça, tu as dit, je passe au truc d'après. Oui, mais très souvent, tu vois, c'est le cas de BFM ou d'autres. Non, d'abord j'arrête et après je réfléchis. Et après, tu réfléchis. D'accord. Je suis pas en mode. C'est ça que je voulais vérifier. Faut que ça s'enchaîne, sens. quoi. Ouais, non. Okay. Ça, c'est assez français. Je sais pas pourquoi. On a toujours peur, tu vois. On a peur de tout. J'ai vu il y a quelques années un sondage comme ça. Tu as un pourcentage incroyable de Français. C'est peut-être 20-30% qui ont peur d'être sans domicile fixe. Tu vois, d'être à la rue demain. Bon, évidemment que ça peut m'arriver. Messieurs, j'ai pas peur de ça. Enfin, même toi, j'imagine, tu n'as pas peur. Enfin, tu as une famille, tu as un mari qui t'aime et tout. Non, c'est pas le truc qui me... Tu n'as pas peur d'être SDF non. Dans 5 ans, dans 10 ans. Ça peut m'arriver, mais c'est pas le truc qui me tient réveillé la nuit. Mais au-delà de ça, si tu veux, tu vois, dans les peurs, tu as le divorce en France, tu as le déménagement même qui arrive, je crois, en numéro 1. Bon, les gens, parfois, se mettent... Et pourtant, ça, c'est le facteur de stress. Le déménagement et divorce, divorce, déménagement, c'est les plus grands facteurs de stress des Français. Bah voilà, donc je suis pas le mec le plus zen de la planète, mais... quand un job, tu vois, j'en ai fait le tour, etc., encore une fois, je cherche pas, comme beaucoup, je crois en tout cas, le coup d'après. Je m'arrête, je pose mon stylo, et ma femme d'ailleurs est bien meilleure que moi à ce jeu-là. Non, à ce jeu-là, enfin non, on a d'abord arrêté pour commencer même une réflexion après, une fois que tu as posé les crayons et que tu es sorti tu vois, de la boîte précédente. Moi, souvent quand même, j'essaie d'avoir au moins un schéma, tu vois, j'ai pas un job qui m'attend. J'ai pas signé avant de, tu vois, je fais pas le transfert, clac, mais je peux tout à fait effectivement arrêter une aventure. Alors c'est encore plus facile évidemment maintenant que je suis indépendant, mais avant d'avoir trouvé l'étape d'après. Et sachant que maintenant, donc, je le disais en intro, tu as 5 rôles en parallèle, si j'ai bien compté. C'est quoi ta règle pour en rajouter ou pour parce que voilà, t'es pas limité à un truc. Comment est-ce que tu choisis ce que tu fais? C'est purement de l'envie, c'est du gut feeling, comme on disait tout à l'heure? Bah écoute, ça dépend. Ça dépend des temporalités, et ça dépend du marché. Tu vois, en gros, pour te la faire courte, il y a une partie investissement, dans lequel il y a SoWeFun et d'autres opportunités, où là, donc c'est à titre perso et avec des structures, trouver des opportunités, investir l'argent des autres ou mon propre argent, voire les deux en même temps. Et aider aussi des boîtes à lever de l'argent. Tu vois, encore une fois, auprès de leurs clients, leur communauté, ou avec des fonds, etc. Donc il y a des choses sur lesquelles je me rémunère, d'autres qui se font comme ça, pro bono, naturellement, en disant la route est longue, nos chemins se recroiseront un de ces quatre, ou pas. Après, tu as la partie, on va dire, plus proche encore une fois des doueurs, des startups sur laquelle ça va être, tu vois, de travailler sur une strat, de les accompagner ponctuellement sur un besoin, sur un recrutement, sur de la com, sur un event, tu vois, bref. Et puis, ce qui m'occupe là, depuis quelques semaines un peu plus, c'est le média, à nouveau, tu vois, le média. Alors, pas à l'ancienne, mais enfin pas radio-télé, mais sur ce qu'on fait là, donc du podcast. T'arrives sur YouTube? J'arrive. Alors, je suis arrivé en loose day en janvier, puis j'ai communiqué dessus là début mai. Mais c'est vrai que en mode dernier des Mohicans, je faisais du podcast, mais commencé par les entrepreneurs chez qui j'allais avec mon micro qui tenait, enfin mon studio tenait dans mon sac à dos. Ils me disaient toi c'est pas filmé. Je disais non, c'est à l'ancienne, c'est comme de la radio, tu vois, c'est 2 micros et un enregistreur. Et puis, tu vois, petit à petit, mon label, Orse Média, donc avec Mathieu Stéphanie ou d'autres, on me l'a dit, mais genre 500 fois, tu vois, mais pourquoi tu filmes pas, comme tu fais là à Day One, et tu as tout à fait raison. Moi, j'avais le côté, je pense qu'il y avait un côté flemme, il y avait un côté praticité, parce que j'allais directement chez les gens, et donc j'étais un slot, tu vois, dans leur agenda.
Et pour moi, c'était light aussi, tu vois. Il n'y avait pas tout le boxon des shorts, TikTok, Insta, etc. Et puis, Orso a réussi à me convaincre en disant, tu sais, c'est important pour faire grossir l'audience, pour aller chercher des nouveaux publics, pour chercher aussi de nouveaux annonceurs, tu vois, qui sont pas forcément, qui vont pas être rassasiés avec l'audio et donc qui vont viser plus large avec la vidéo. Et donc voilà, le média j'accélère, Tech 45 depuis 5 ans, je suis à 200 épisodes et maintenant en vidéo depuis quelques semaines. Et donc j'en ai tourné, je sais pas, même pas une dizaine, peut-être même pas en vidéo. Et depuis peu, Allô la Martingale. En fait, depuis, on enregistre le 5 mai, depuis midi aujourd'hui. Donc j'anime aussi Allô la Martingale, qui est dans l'univers encore une fois de Matt Stéphanie, où là, on suit les finances personnelles. Donc aujourd'hui, on était sur les marchés financiers. La semaine prochaine, on fera déclaration de revenus 2026. Donc voilà, tout l'univers argent, on va dire, au sens large. Donc en fait, oui, tu as plusieurs activités, mais ça reste rangé dans des verticales sur lesquelles toi, tu trouves de la cohérence, puisque tu as mis plusieurs activités donc, sous la verticale investissement, plusieurs sous la verticale proche des start-upers, en fait, et puis évidemment la partie média. Ok. Il y a un truc que j'ai découvert en lisant sur toi, que je ne savais pas, c'est que tu as eu l'idée de Wikipédia à 16 ans et que tu t'es dit, j'y arriverai jamais. Ok. Parce que j'ai pas les compétences techniques. Ça n'a rien à voir, ou presque, avec la prise de décision, mais je voulais juste que tu me racontes cette histoire. Alors, tu me remontes plus de 30 ans en arrière, on est au collège, et donc je suis Tintin journaliste, je suis pseudo-journaliste avec, tu vois, quelques camarades. Je sais même plus en quelle classe on est, tu vois, collège Coesvox. Troisième, seconde, peut-être. Ouais, vers rue Lamarck, dans le 18e arrondissement de Paris. Ouais, c'est vraiment, non, c'est collège, tu vois, c'est 6e, 5e peut-être, tu vois. Donc t'as pas 16 ans. Non, j'ai 11 ans. Plutôt J'ai 11 ans. Ouais. Donc t'imagines, ouais. Putain, la vache, ça remonte. Donc on est dans les années 90. Je connais pas la date de création de Wikipédia, mais c'est après. Et donc, en gros, ouais, on avait en tête de se répartir, si tu veux, des verticales. Et de dire on va vulgairement pisser de la copie, quoi. Donc il y en a un qui va s'occuper de la littérature, d'autres de l'histoire, etc. Et puis on va foutre ça sur Internet, sur le web. C'est le tout début, tu vois, les 90. Et puis après, les copains des autres 5e ou 4e, s'ils veulent nous filer un coup de main, bah, ils pourront compléter, etc. Et puis, by the way, si on peut être des centaines, des milliers de collégiens demain et même l'ouvrir à tout le monde, bon bref, et on ne l'a jamais fait. Donc c'était vraiment Wikipédia, c'est-à-dire une encyclopédie collaborative en ligne. Ouais. Alors je pense que ça aurait été beaucoup moins bien fait, évidemment. En plus des collégiens, tu vois, on n'avait même pas le brevet. Ça aurait été fait avec les pieds, avec des fautes d'orthographe et tout. Tu vois, il n'y avait pas les correcteurs, il n'y avait rien à l'époque. Mais on n'était pas dans l'idée. Et c'est là où tu reviens toujours au même truc, hein. L'idée, encore plus en 2026, mais l'idée vaut rien, c'est l'exécution. L'exécution qui compte. Alors là, on dit qu'avec l'IA maintenant, là on peut tout faire, etc. Peut-être qu'on va revenir aux idées de génie, mais bon, est-ce que tu vois, avec quelle barrière à l'entrée, quelle vitesse, tu vois. Après, moi je crois pas que l'IA enlève cette idée d'exécution, ça rend l'exécution plus accessible pour plein de gens. Donc il y a peut-être des idées de génie qui n'ont jamais été exécutées, qui vont pouvoir être exécutées grâce à l'IA. Et après, tu le sais évidemment comme moi, que même si tu mets 2 personnes avec la même idée en exécution avec des IA, elles vont pas exécuter de la même façon, en fait. Il y a quand même encore aujourd'hui énormément de nous dans la façon dont on interagit avec des IA. Il y a énormément de ce qu'on amène comme... ils disent taste and judgment, les Américains, tu vois. Et mine de rien, c'est quand même ça qu'on apporte. Enfin, moi, en tout cas, j'ai envie d'y croire qu'on a encore un impact, tu vois, que même si j'ai Claude qui m'aide à récupérer toutes les sources pour savoir quoi écouter. Il est bon, ton Claude, il est bon. Ça reste moi, ouais. Oui, parce que c'est mon Claude, je l'ai entraîné, et puis sûr. Ça reste moi qui réagit, qui rebondit aussi. Oui, et puis tu lui demandes ses sources, etc. Tu le fact-check toi-même, quoi. Et je fact-check moi-même tout ça. J'ai une question rituelle de fin. Alors, tu me fais l'honneur d'enregistrer avant la diffusion du premier épisode, donc tu ne sais pas que j'ai une question rituelle de fin avec mes invités. J'ai une question rituelle de fin qui est à combien sur 10 est ta dette décisionnelle aujourd'hui ? Alors, je t'explique le concept. La dette décisionnelle, c'est les décisions que tu n'as pas encore prises, mais que tu sais qu'il faudrait que tu prennes. Donc, c'est pas les décisions... c'est des décisions qui te pèsent, en fait, à 10, tu as des décisions que tu n'arrives pas à prendre et ça te pèse énormément. À 1,
T'as des décisions jour, à prendre, t'es mais pas t'es mal. à jour. Voilà, Ouais. t'es à jour où tu sais que tu vas les prendre. Enfin, il y a pas de. Tu t'es fixé des deadlines. Enfin, t'es bien. Je te demande pas quelle décision, ça t'appartient. Mais à combien tu te mettrais? Moi, je suis très dur, hein, donc je vais mettre entre 5 et 7, tu vois, sur Ah oui, 10. c'est haut quand même. C'est assez élevé, ouais. Mais je suis parce assez que t'es exigeant. dur avec toi-même ou parce Je suis que. dur avec tout le monde et à commencer par moi, ouais. D'accord. Ouais. Donc t'as vraiment des décisions qui te pèsent? Pas qui me pèse, mais tu sais, t'as ta to-do. Alors, t'as les petits trucs du daily, quoi. Mais même sur les trucs importants, oui, il y a des choses qu'il faut que j'adresse ou que je peaufine ou que je corrige ou des directions à prendre. Tu vois, on a évoqué toutes ces portes. Je suis très content et j'assume, mais parce que c'est moi qui ai construit tout ça. Mais j'ai conscience aussi que parfois, c'est pour certains dur à suivre. Alors, si c'est sur le plan extérieur, c'est pas très très grave, mais même pour les proches et même pour moi, tu vois, je pense que d'ici quelques années, il faudra fermer des portes et peut-être resserrer un peu le champ. Même si le fil rouge, il est trouvé depuis Tech & Co 2015, quand je lance ça, c'est l'entrepreneuriat. Donc, après, tu as des sous-catégories, l'investissement, la création de contenu, parce que c'est mon super pouvoir, donc je garde ça. Tu vois, quand j'ai dit j'arrête le journalisme, etc., j'ai pas dit vous me verrez, vous n'entendez plus parler de moi, je vais dans le Larzac élever Bien des sûr. chèvres. Tu vois. Donc, il y a ce fil rouge. Après, peut-être resserrer un peu le diaphragme, le spectre. D'accord. Tu vois, je t'ai donné un peu de détails. Mais... Ouais, un petit peu de détails. Mais c'est intéressant. Ça veut dire que là, aujourd'hui, ça reste. Donc, t'as pris des décisions de faire des nouvelles choses. Et que là, on parle aussi de décisions d'arrêter, du coup, des choses. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu as été, tu l'as dit si bien, des années dans ton confort du salariat, du journalisme, le truc installé, où en fait tout le monde vient à toi, moi j'avais besoin de cette phase, tu vois, de 4-5 ans, qui est plus qu'un sas, hein, parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris à travailler différemment avec d'autres gens, des nouveaux outils, etc. Mais alors avec du recul, je suis dedans, mais avec du recul quand même, je vois ça, je pense comme une phase de transition. Et ce qui est hyper excitant, c'est que on est sur le jeune ou le vieux de quelqu'un, mais à nos âges, on a encore quand même quelques années à bosser. Et donc, du coup, on peut encore inscrire, tu vois, quelque chose qui peut durer. Tu vois, t'es pas en fin de carrière où bon, tu t'occupes, où tu lèves le pied, quoi. Là, je suis pas dans cette phase-là du tout, quoi. Donc, Qui peut durer ou que tu veux laisser une trace? alors, je laisse pas de traces. Non, c'est pas une question de traces, c'est une question, c'est de l'ego, laisser une trace. Tu vois, mais si mes filles sont fiers de leur papa, etc., ça me va très bien. Je T'as pas besoin de veux plus. pas une statue, quoi. Mais ouais, c'est hyper intéressant. En tout cas, c'est, tu vois, t'es indépendante comme moi. C'est des moments hyper excitants. Tu vois, où pour rien au monde, tu reviens en arrière. Évidemment, tu perds des choses, il y a des sacrifices et tout. Mais tu as aussi une fierté, une liberté par définition, quoi. Ouais. Qui a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix. Merci beaucoup, Sébastien. Je t'en prie, Laura. Merci à vous de nous avoir regardés et écoutés jusque-là. La semaine prochaine, un épisode solo et mon prochain invité dans 15 jours.